censés financer ou lutter contre le chômage des jeunes n'ont existé qu'ils le sont aujourd'hui au Sénégal. Malgré tout, le problème reste entier. Comment faut-il l'expliquer? Mais parce que le problème, il est profond. Et je vous ai dit tout à l'heure, tous ces jeunes dont on a parlé, 80% d'entre eux environ n'ont pas de qualification professionnelle. Parce qu'être à l'école, avoir le bac, avoir le français, connaître le français n'est pas une qualification, c'est savoir être capable de lire et d'écrire. Les réformes sur nos systèmes éducatifs, la formation professionnelle, qui est un énorme problème. Et donc, c'est tous ces effets-là. On ne peut pas d'un coup tout régler. L'auto-emploi qui est aujourd'hui promis, puisque la plupart, malheureusement, c'est peut-être culturel, c'est peut-être sociologique, mais nous avons tous tendance à penser qu'on a un réel emploi que quand on est dans un bureau ou dans une organisation établie. Et donc, c'est toutes ces solutions qui ne peuvent pas se faire. Il ne faut pas se tromper. C'est sur des décennies, sur 20 ans, sur 30 ans que l'on peut trouver des solutions. Mais l'important pour moi... C'est ça le problème avec le Sénégal. On veut résoudre ces problèmes-là dans l'urgence. Or, il nous faut du temps. Il faut les deux. Il faut de l'urgence. Il y a des jeunes capables, au bout de 3 mois, quand ils sont encadrés, quand ils sont formés, quand ils ont accès au financement, de pouvoir tout de suite démarrer. Il y a d'autres, il faut les suivre, il faut les former, il faut changer les filières éducatives. Et donc, vous savez qu'au Sénégal, nous n'avions plus un certain nombre d'instituts intermédiaires entre le baccalauréat et l'université, si ce n'est ou être ingénieur ou être dans les filières, j'allais dire, sociales. Aujourd'hui, vous avez les ISEP, vous avez les 3FPT qui fait beaucoup de choses, vous avez d'autres organisations comme ça, et vous avez les instituts agricoles, vous avez un certain nombre de choses. Je pense qu'ils doivent permettre à capaciter davantage nos jeunes, mais aussi à créer des forces productives supplémentaires dans l'agriculture, dans la transformation, dans le pétrole qui vient de sortir et vers la pétrochimie, dans d'autres secteurs qui sont des opportunités, évidemment dans les NTIP dont le Sénégal excelle déjà et a montré ses capacités, le data center qui est créé à Diamniadio et comment dire, le parc technologique qui arrive et donc la politique pour les startups. Puisque la question, elle est connue, c'est les capacitations, c'est l'accès au financement, mais c'est aussi un environnement qui permet donc de booster. Et je pense que le Sénégal a réuni aujourd'hui toutes ces conditions. Nous devons être tout simplement plus efficients, plus regardants, plus patients, mais aussi plus pragmatiques. Et donc, évidemment, dans un esprit fast-track, parce que, naturellement, il y a des urgences partout. Vous parlez de patience, mais il est établi que les peuples sont de plus en plus impatients. Malheureusement, la conjoncture mondiale le dicte, les besoins des populations le dictent, les moyens dont ils disposent aujourd'hui le dictent, mais nous devons être réalistes et ne pas faire dans le populisme et ne pas promettre des choses qui ne peuvent pas se faire et les inviter à dialoguer. Et moi, en tout cas, j'encourage toutes les initiatives qui vont dans le sens de parler directement à la jeunesse. L'autorité publique leur parle directement, échanger avec eux, comprendre le pouls de leurs problématiques pour apporter des solutions les plus appropriées, certaines dans l'urgence, comme j'ai dit, d'autres, évidemment, dans le moyen et long terme. Voilà, évidemment, nous allons rester attentifs à l'évolution de cette situation. Alors, cette période de chaleur, Serigne Mboup, coïncide avec le retour des coupures d'électricité. Tantôt, la Sénélec explique cette situation par des travaux accomplis sur le réseau interconnecté. Tantôt, elle invoque la mauvaise qualité du fuel livré par la SAR. Ce retour des coupures, vous en pensez quoi? D'abord, il faut dire qu'il faut le noter avec satisfaction, les coupures sont des choses oubliées au Sénégal. Quand vous le dites, c'est des problèmes techniques. On se croit fortement à ce que dit la Sénélec, puisque les capacités de production de ce pays ont triplé. Aujourd'hui, on est passé en 2012 et maintenant, le protocole avait déjà fait beaucoup de choses, avait déjà aussi tracé, le président est venu avec le mix énergétique, nous sommes à peu près 1,3 giga de capacité de production contre 500 à l'époque. Et nous avons 33% de ces capacités qui sont aujourd'hui soit de renouvelables, soit de l'hydroélectricité. Et nous avons aussi construit un certain nombre de centrales qui font que le Sénégal ne connaît plus ce problème. Maintenant, c'est le problème de l'efficience, de la maintenance, du transport pour que l'objectif 2025 qui consacre l'accès universel, qui sera une première africaine s'il est atteint, et donc à l'université puisse être possible en 2025. Donc aujourd'hui, je pense que la Sénélec a donné des explications que moi je peux comprendre. La SAR, vous le savez, produit du fuel de basse teneur
en soufre pour les centrales, notamment des IPP. Et la SAR était à l'arrêt pour simplement une augmentation de ses capacités, une adaptation de ses unités pour le traitement du brut du Sénégal qui est attendu donc en 2023, mais aussi pour être un peu plus capable d'augmenter ses capacités de satisfaire la demande nationale. Et en même temps, pour aussi faire ce qu'on appelle l'arrêt métal, qui est un arrêt réglementaire, qui veut que tous les 5 ans, on maintient les outils, notamment les unités sous pression, pour que la licence d'exploitation puisse donner. Et donc, pendant ce temps, le fuel qui est destiné à ces centrales, notamment celles des IPP, qui sont la plupart des capacités de la Sénélec, était importé. Aujourd'hui, la SAR a repris, donc produit de nouveau. Donc je pense que cette question est derrière. L'autre chose, c'est que il faut savoir aujourd'hui les difficultés sur le marché. La crise à l'Ukraine n'a pas seulement affecté les prix. Le baril qui flirte avec les $120, mais aussi le dollar qui est autour de 630, on l'oublie. Peut-on tout justifier par la guerre en Ukraine? Oui, bien sûr, c'est la guerre en Ukraine qui l'a justifié, avec les capacités productives de la Russie, qui fait à peu près 11 millions de barils par jour. Et donc, il y a des tensions sur les produits, il y a des tensions sur le pétrole brut, et il y a des tensions sur un certain nombre de secteurs. Je pense que c'est toutes ces choses-là qui font que les effets financiers qui doivent donc encadrer ces importations connaissent parfois des tensions, puisque les banques ont des ratios, elles sont encadrées elles aussi, mais je pense que le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour que le fuel et les autres produits pétroliers existent toujours, et on ne peut pas ne pas évidemment saluer l'effort fait par le gouvernement du Sénégal pour soutenir ces prix à la consommation et justement contenir l'inflation qui aurait été évidemment généralisée si les produits pétroliers n'étaient pas maîtrisés. En tant qu'ancien directeur général de la SAR, quand vous entendez la Sénélec invoquer la mauvaise qualité du fuel livré par la SAR pour expliquer les délestages du mois de mai, est-ce que vous comprenez quelque chose de cela? Ce n'est pas une mauvaise qualité en soi. Il se trouve que les centrales des IPP, parce que la Sénélec a parlé des producteurs indépendants, hein. C'est Tobène, c'est Kounoun, ces centrales-là. Okay? Ces centrales consomment ce qu'on appelle du fuel de basse teneur en soufre, 1% de sucre, alors que les autres sont à 3,5. D'accord? Si vous consommez du fuel à basse teneur de soufre, et que pour les questions dont je vous ai parlé tout à l'heure, la SAR était à l'arrêt, ce produit est prisé puisque aujourd'hui au niveau mondial, même le transport maritime, il y a l'IMO qui est une nouvelle norme qui est arrivée début janvier 2021 qui font que tous les bateaux du monde consomment ce produit-là, que ces centrales-là consomment et que la SAR. C'est le nectar des fuels. Et si ce produit n'est pas disponible pour les raisons que j'ai évoquées et que le produit de 3,5% de soufre est importé, vous avez l'impression de boire de l'eau impure, si j'allais dire comme ça. Et donc, on peut produire de l'électricité avec, ces centrales savent le consommer, mais le problème, c'est qu'on a un problème d'ancrassage des unités dans le long terme, peut-être, ou des capacités d'efficience, en tout cas de production, un peu plus réduites. C'est ça, la Sénélec schématise en disant qualité, impropre. Mais on ne peut pas livrer au Sénégal du fuel malpropre, pour 2 raisons. D'abord, au chargement, il y a un contrôle international qui est fait souvent par EGS. À l'arrivée, le bateau est contrôlé. Et contrôlé, je parle de laboratoire avec des échantillonnages qui sont faits. Et le laboratoire de la SAR, je salue tous les travailleurs de la SAR, y compris en particulier ceux du labo, qui ont cette réputation, qui font que même des chefs d'État, parmi les plus importants du monde, leur avion fait du refueling à partir de Dakar, puisque le laboratoire de la SAR a cette réputation d'être... Donc la SAR aussi contrôle à côté du contrôle des gestes, et c'est seulement quand tout est OK que l'on peut laisser passer le produit. C'est une procédure extrêmement stricte qui ne permet pas d'avoir des situations comme ça. Sommes-nous à l'abri d'un retour et en force des délestages? Je ne le pense pas, sauf si des pannes techniques d'ordre général ou des forces majeures. Je pense que les capacités productives sont là, les compétences de la Sénélec sont là, la SAR a repris sa production, le marché est régulièrement approvisionné. Je ne pense pas que les Sénégalais puissent en tout cas avoir... On peut avoir des problèmes parce qu'il fait très chaud sur le transport, les lignes qui chauffent, des pannes comme ça peut exister, mais c'est toujours l'histoire de quelques heures ou quelques minutes, très souvent d'ailleurs, et c'est bien réussi. Et il faut le dire, le Sénégal est un îlot dans ce domaine-là, dans le cadre de la CEDEAO. C'est dans ce contexte qu'on apprend
qu'une attaque contre les installations de la Sénélec, entre autres, aurait été déjouée de justesse. Les mises en cause au nombre de 11 seraient membres d'une entité dénommée Force spéciale. Pour les sceptiques, il s'agit d'une affaire montée en épingle par le régime pour diaboliser l'opposition. Vous dites quoi? Ce que je dis, c'est que je crois fortement aux forces de défense et de sécurité. Je pense que dans l'opinion, tout le monde leur rend hommage. En tout cas, chaque fois, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir ou de la société civile, on leur rend hommage pour leur sérieux, pour leur professionnalisme, pour leur compétence, pour leur sens du devoir et leur sens de la mesure. Malgré le fait qu'ils soient souvent dans des conditions extrêmement difficiles pour faire le travail, pour veiller à notre sécurité. Ces questions sont pour moi extrêmement importantes et donc je ne saurais comprendre que l'on puisse épiloguer sur celle-là. Ils veillent sur notre sécurité pendant que nous parlons ici, pendant que nous dormons, pendant que nous nous occupons de nos affaires. Et quand ils disent qu'il y a danger, je ne peux que leur faire confiance. D'abord par leur formation, d'abord par leur expérience reconnue de tous, et d'abord parce que c'est tout simplement des Sénégalais comme vous et moi, qui avons le sens du devoir et qui, je pense, ne sont pas dans des positions où ils interpellent des personnes quand il n'y avait rien. Et j'espère tout simplement que la lumière sera faite pour que chacun comprenne ce qui se passe. Et dans ces conditions, je pense que ce n'est pas mauvais que l'État, en tant qu'État, je ne parle pas du pouvoir, je ne parle pas de Benno Bokk Yakaar, je ne parle pas des institutions, je parle de l'État lui-même, dans ces cas-là, quand c'est des sujets d'ordre national importants, puisse, et je me réjouis que M. le procureur l'ait fait la dernière fois, puisse, en tout cas, par la police, la gendarmerie ou l'État, en tout cas dans son entièreté, puisse donc communiquer davantage avec les Sénégalais pour leur dire voilà ce qui se passe. Je pense que ça permet à chacun de mesurer. Et le dernier élément, c'est que c'est quand même grave que dans notre pays, qui est connu par sa stabilité politique, qui est aujourd'hui, au-delà de tout, pour moi, la valeur, l'asset, comme diraient les anglophones, le plus important pour notre pays, c'est sa stabilité politique. C'est la sécurité qui y règne. Nous sommes dans un cercle de feu, mais c'est aussi la grandeur des gens, des hommes et des femmes qui l'ont toujours dirigé, que ce soit du président Senghor à aujourd'hui, mais aussi de tous ses fils, qui sont des intellectuels, qui soient journalistes, hommes de droit, société civile, et évidemment le rempart le plus absolu que nous avons, qui est constitué par notre socle religieux, nos différentes socles religieux, les familles, qu'il s'agisse de Popenguine, de Touba, de Tivaouane, de Ndiassane, de Yoff Layène ou d'ailleurs. Et je pense que nous devons tous, ensemble, sur des questions comme celle-là, avoir la capacité de faire un consensus, de faire confiance à ceux qui veillent sur nous et surtout, eux aussi, davantage nous expliquer quand c'est possible, puisqu'on le sait, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Sauf que là, c'est le contexte qui fait douter un peu. Ces interpellations ont été faites en marge d'une manifestation interdite de l'opposition. Est-ce que cela ne renforce pas la thèse du complot? Alors, d'abord, il faut je pense, expliquer. Encore une fois, moi je m'adresse plus aux jeunes et aux Sénégalais, de manière générale. Nous avons établi dans le subconscient de tous les Sénégalais qu'au Sénégal, les marches ne sont pas interdites. C'est vrai, nous sommes dans un régime déclaratif. Et que tu le déclares et que tu marches qu'il pleuve ou qu'il vente. Je ne dis pas que ceux qui disent ça n'ont pas le droit de le dire. Je ne suis pas dans le jugement. Je donne les informations pour que chacun le comprenne. Les marches, aujourd'hui, l'article 10 de la Constitution consacre le droit à la marche et consacre le caractère déclaratif. Mais cet article dit pourvu que, cela dit à condition que, il y a beaucoup d'autres éléments, mais que l'ordre public ne soit pas menacé. Et la même Constitution donne donc évidemment à une autorité, en l'occurrence le préfet, d'apprécier si l'ordre public est menacé ou pas. Non, c'est important. C'est l'interdiction qui menace l'ordre public. C'est important, c'est important. Toutes les marches, toutes les manifestations autorisées se sont tenues voilà. Mais ce que je veux dans le calme. Ce que je veux dire, le constitutionnaliste a donné à l'autorité territoriale la capacité d'apprécier ou pas. Et donc, quand il apprécie, moi, je ne suis pas de la police, je fais confiance aux journalistes que vous êtes, je fais confiance aux gendarmes, je fais confiance aux banquiers qui sont des banquiers, je fais confiance à ceux qui gèrent notre sécurité. Et s'ils apprécient, et ce que vous dites, en tout cas, peut être interprété comme
étant le fait qu'effectivement l'ordre public pourrait pu être menacé, puisque vous dites vous-même que des gens ont été interpellés. Si ces interpellations... Moi j'ai utilisé le conditionnel. Oui, mais bien depuis sûr, le début. Hein. Moi aussi j'utilise le conditionnel, parce que monsieur le procureur a parlé. Donc, si cela est effectif, effectivement l'ordre public est pu être menacé. Et ne pas s'arrêter seulement là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une marche peut être interdite. C'est important. La deuxième chose, c'est que le code de procédure pénale, je crois que c'est l'article 90, dit clairement, quand vous participez dans une marche interdite, si vous en êtes l'organisateur, vous encourez, encore le condition, des peines, je crois, de 3 à 5 ans et de 1 à 3 ans si vous y participez. C'est important que ceux qui participent dans ce type de manifestation le sachent. Puisque si on reste sur le postulat qu'il suffit de dire à l'autorité que j'ai marché, les gens suivent et qu'on dise à ces gens, il ne vous arrivera rien, il faut qu'on leur dise tout. C'est ça. Je ne veux pas dire que chaque fois que c'est interdit, c'est normal, que ceux qui contestent les interdictions n'ont pas le droit de le contester. Je donne des informations pour que nul n'en ignore. Puisque c'est extrêmement important et je ne veux pas que notre jeunesse, que tous les Sénégalais que nous sommes, que chaque fois quand des événements comme ça, on s'embarque dans une conviction forte que rien ne vous arrivera et que à la fin, vous puissiez vous trouver entre les liens de la justice sans savoir pourquoi. Et donc les mêmes avocats que vous allez avoir vont vous défendre en se basant sur ces articles et vont vous dire ce que vous risquez. C'est pour que nul n'en ignore et que l'on puisse prendre nos responsabilités à tous les niveaux. Et je pense que quand même que le Sénégal est cité un exemple et il n'y a rien qui ait changé. Mais, sauf que là, le rassemblement en question devait se tenir à la place de la nation, à la place de l'obélisque. Mais pratiquement toutes ces personnes interpellées l'ont été à des kilomètres. Donc, loin de la place de l'obélisque. Ce que je veux dire, c'est que la première chose, moi j'ai lu l'arrêté de monsieur le préfet. Ce qu'il dit, menace à l'ordre public, je pense que c'est à eux d'apprécier. S'ils le disent, peut-être qu'ils ont des éléments que nous n'avons pas. Mais surtout, l'article L61. Pierre, depuis 92, c'est encore une vérité, il faut le dire au Sénégal. Code consensuel. Toute la classe politique s'en réjouit et le rappelle. Sous le président Kebambaye, président Wade, qui a fait avec tout ce qui était là. On en est loin là. Non, attendez. On en est très Cet loin. article est toujours issu de ce code consensuel qui dit que 30 jours avant le début de la campagne, il faut le rappeler, les derniers locales, ça a été le cas. Moi-même, dans ma circonscription, j'avais une manifestation, sincèrement, que j'ai dû renvoyer parce que, évidemment, ceux d'en face n'allaient pas me permettre de le faire à 30 jours. 30 jours avant le début de la campagne, les activités de propagande sont interdites. Il ne faut pas faire croire à personne ici que quand nous faisons une manifestation, quand nous avons nos propres chaînes, chacun d'entre nous a sa chaîne YouTube, a ses partenaires qui filment sur les téléphones, avec les réseaux sociaux, avec Facebook et avec d'autres outils, il faut faire croire à personne que quand vous faites des manifestations comme ça, il n'y aura pas des images qui vont sortir. Et quand vous vous réunissez... Donc cette loi est dépassée alors. Mais si elle est dépassée, alors réformons-la. Il y a le dialogue politique. Moi, je suis pour le dialogue, pour la concertation inclusive. Faisons, après ces élections, allons encore vers le dialogue politique. Le dialogue entre la présidentielle 2019 et maintenant a fait évoluer beaucoup de choses, a dégagé plus de 25 points de consensus. Il y avait quelques points pour lesquels il n'y avait pas de consensus. Retournons là-bas après et continuons. Ce n'est pas trop tard là. Est-ce que les deux camps n'ont pas atteint le point de non-retour? Non, moi je pense, le Sénégal, et il faut le dire aussi, c'est pour les moins jeunes, pour rappeler. Mais depuis 1900, en tout cas moi, depuis que je suis engagé politiquement, ça fait une trentaine d'années, je n'ai jamais vu dans ce pays, ni ailleurs dans le monde d'ailleurs, une décision du Conseil constitutionnel qui n'ait fait l'objet de débat. Et c'est normal, on est une démocratie plurielle, et donc les opinions peuvent diverger. 88, on a eu 8 ou 9 mois de couvre-feu, ou j'allais dire couvre-feu, 8 mois. Après, il y a eu quoi? Il y a eu 93. 93, on se rappelle tous, le maître Babacar Seye, président du Conseil constitutionnel, on se rappelle les événements de 93, ceux de 94 qui ont découlé de ce combat et qui ont consacré la mort de 6 policiers. Évidemment, 2011, pour parler plus récemment, et aussi donc... de 2022. Donc on n'aura pas trop bougé. Voilà, non, c'est pour dire qu'il n'y a rien de nouveau au soleil. Chaque fois que le Conseil constitutionnel décidera, il y a des gens qui ne seront pas contents. Ce que je souhaite, et c'est un appel à tous, c'est que quand c'est comme ça, qu'on fasse appel à notre
Parce que je pense que nous aimons tous ce pays, qu'on soit du pouvoir, de l'opposition, qu'on ne soit pas acteur politique. Le Sénégalais est fier de sa sénégalité, j'allais dire. Nous sommes fiers quand nous sortons de qu'on nous pointe partout comme étant une démocratie établie. Et c'est une réalité. Démocratie qui est en train de perdre de sa superbe. Non, ça c'est... Et pour beaucoup. Ça je pense que ce n'est pas la réalité. Si vous regardez les États-Unis, qui sont le summum de la démocratie, en tout cas consacré, on est encore à contester les résultats de la défaite de M. Trump à l'élection présidentielle. Regardez en France les Gilets jaunes. Moi, personnellement, j'étais à Paris à un moment où les Gilets jaunes étaient dans un quartier, la Défense, où j'étais. Mais c'était la guerre avec les forces de police parce qu'on leur avait dit, vous n'allez pas marcher ici. La Défense, c'est le premier quartier d'affaires. C'est aussi les quartiers-temps, c'est beaucoup d'activités économiques. Donc ça existe partout. Je pense que, et c'est valable pour l'opinion générale, mais pour l'opposition comme pour le pouvoir. Nous sommes notre pays. S'engager politiquement est déjà extrêmement difficile. C'est prenant, c'est risqué. Donc nous devons, à un moment donné, pour la stabilité, pour nos enfants, pour cette République, pour cette nation qu'on nous a léguée et qui fait des pas de géant, chaque fois qu'un étranger vient dans ce pays, ce qu'il vous dit, mais comment vous avez pu faire pour en arriver là et pour faire tout cela. Nous sommes sur le bon chemin. Il y a des choses à parfaire. C'est par le dialogue, c'est par l'inclusion, c'est par la communication. Parce que par ailleurs, nous sommes tous des amis. S'il y a un décès dans l'opposition, demain, toute la classe politique est là-bas. S'il y a un mariage, c'est pareil. Nous sommes ensemble, dialoguons, discutons, faisons-nous confiance, pensons à notre jeunesse, puisque la stabilité, qui est le bien le plus précieux de notre pays, ne peut pas, ne doit pas et ne sera pas, je l'espère, puisque nous sommes un État fort, menacé et compromis par qui. Qui doit prendre cette initiative du dialogue? Le président, la société civile et le président. D'abord, il l'a fait à travers le dialogue politique. Je signale, et c'est important, c'est pas pour juger, mais c'est pour rappeler, tous ces partis politiques, qu'ils soient de l'opposition, de Yewwi, de Wallu, et d'ailleurs, peut-être le PDS, je ne suis pas sûr, ont participé au dialogue politique. La liste que j'ai vue, en tout cas, je n'ai pas souvenance de n'avoir pas vu un grand nombre de partis. Encore une fois, peut-être le PDS. Tout le monde a participé. Et on a dit qu'il y a 25 points de consensus. Quand vous avez un consensus, quand on le met en œuvre, c'est difficilement compréhensible qu'on veuille remettre en cause cela. Parce que c'est ça le dialogue. Donc, le chef de l'État... C'est la preuve qu'on n'a pas appliqué les 25 points. Les 25 points ont été appliqués, c'est les points de désaccord dont certains n'ont pas été appliqués. Alors qu'on a dit qu'on le laisse au chef de l'État, même s'il n'a pas pris l'initiative, de ne pas prendre des initiatives qui pourraient être contre l'accord des gens. Il avait dit, si vous êtes d'accord, je raconte que les faits. Sur les points de consensus, on le met en œuvre et cela a été fait. Donc, parce qu'il faut continuer à parler, il faut continuer à dialoguer, il faut continuer à avoir foi à notre pays, à notre capacité collective de gérer les conflits, mais aussi au destin. Et élu celui dont le destin avait prévu qu'il sera élu. Et personne ne peut empêcher que ce destin divin se réalise. Dans l'urgence maintenant, que faire? Faut-il reporter les législatives dans un contexte tendu? Le discours est de plus en plus armé, le temps d'apaiser la situation, ou en tout cas il faut foncer, aller vers les législatives et après convoquer des négociations, un dialogue. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que nous avons quelques listes qui étaient présentées, 8 finalement ont été retenues. Moi je fais partie de ceux qui pensent, et c'est mon opinion personnelle, que le Conseil constitutionnel a pris une décision sage. Sage, entre guillemets, je l'encadre parce qu'on les appelle les 7 sages. Pourquoi? Sur les 8 listes qui étaient présentées, avec tous les recours de part et d'autre, le Conseil constitutionnel a décidé de donner une décision qui n'exclut aucune liste. Yewwi va aller aux élections avec une liste nationale. Donc elle n'est pas exclue, il faut qu'on le dise au Sénégal. Non, attendez, mais le jamais vu, pourquoi c'est du jamais vu? C'est pas parce que c'est jamais vu, justement, que ça ne peut pas arriver. Et pourquoi on donne au Conseil constitutionnel, dont les décisions sont par ailleurs sans appel, la capacité d'interpréter le droit, contrairement au juge qui dit le droit. Le Conseil constitutionnel dit le droit, mais les lois ne sont pas parfaites. Les lois prévoient un cadre général. Il y a des cas spécifiques. Et quand on parle de jurisprudence,
c'est que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui est arrivé une fois, qui a été décidé et qui est devenu une jurisprudence. Vous qui aimez le sport, qui aimez particulièrement le basket, vous êtes en train de nous dire qu'on peut autoriser un 5 majeur, on peut suspendre le 5 majeur et autoriser les remplaçants de venir jouer. Mais combien de matchs on a vu gagnés par les remplaçants? Vous parlez de 5, parfois c'est 2 ou 3. Le dernier match, c'est Real Madrid contre Manchester City qui a fait gagner le match. Les remplaçants sont entrés, ils ont changé le match. 2, simplement. Les 11 titulaires, vous êtes out, maintenant les remplaçants venaient jouer. Ça ne tient pas. Je ne donne pas un jugement de valeur. J'explique, et c'est important que les Sénégalais comprennent. La décision, pour moi, est une sage décision. Et c'est ce qui attend du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire faire en sorte que, appliquer le droit là où c'est clair, prendre des décisions, interpréter. Parce qu'il faut dire aux Sénégalais aussi que le Conseil constitutionnel a le droit d'interpréter les cas qui ne sont pas spécifiquement interdits, mais non spécifiquement autorisés, donc spécifiquement définis, et de prendre des décisions. C'est quoi? C'est que pour la coalition Benno Bokk Yakaar, la liste qui a été indexée, puisque la parité n'est pas respectée dans le caractère alternatif, puisque le nombre de femmes est égal au nombre d'hommes quand même, je ne dis qu'elle est faite, pour qu'on en ignore, que cette liste-là, elle a été éliminée parce que le code parle un homme, une femme. Le deuxième élément, ça n'empêche pas, puisque la liste majoritaire était bonne, que Benno puisse participer. Pour Yewwi, c'est quand même dit. La direction générale des élections a interpellé Yewwi sur une erreur. Yewwi est revenu corriger cette erreur. Dans la correction de cette erreur, il y a une autre erreur. Oui. Les délais sont passés. Ce que le Conseil a fait, c'est ma lecture, moi, c'est de dire, d'abord, le code électoral prévoit que quand quelqu'un figure, quand on a un doublon, la personne est inéligible. C'est un fait. Aussi, c'est un article qui n'est pas discutable parce qu'il est clair. Il y a un autre article qui est tout aussi clair, qui dit que quand une liste est incomplète, cette liste est irrecevable. Donc, ce qu'ils ont fait, je pense, c'est qu'aujourd'hui, la liste des titulaires de Benno, de Yewwi, n'y va pas, mais leur liste nationale, leur liste de suppléants, va devenir liste nationale. Et c'est pour dire liste des titulaires. Ça, c'est une lecture simpliste que non, je ne fais pas de lecture simpliste. Je dis simplement, il faut dire au Sénégal que la notion de liste au pluriel est une chose consacrée. Il n'y a pas une liste Benno, il n'y a pas une liste Yewwi, il n'y a pas une liste A. Il y a 2 listes Benno, 2 listes Yewwi, 2 listes A. Et donc, les listes sont séparées. Le deuxième élément, c'est que tout le monde participe aux élections. Et il faut dire aux Sénégalais, les suppléants d'une liste majoritaire dans un cadre proportionnel, les suppléants ne seront jamais des députés. Parce que nous sommes dans un régime de majorité plurielle. C'est-à-dire que les 53 députés sont répartis entre toutes les coalitions. Et quand un député, par exemple, si AR avait X députés, ou Benno Bokk Yakaar, si un membre, pour une raison ou une autre, ne doit pas le député parce qu'il est décédé ou il est promu à d'autres fonctions ou il a démissionné, c'est le suivant sur la liste majoritaire qui vient. Et donc, on n'arrivera jamais à prendre Vous qui tenez à l'image de marque du Sénégal à l'étranger, est-ce que vous concevez une Assemblée nationale où seraient absents les ténors de l'opposition? Mais les ténors de l'opposition ne sont pas absents. Merci. Non, leurs partis, leurs mouvances, leurs coalitions sont présentes. Je pense que les suppléants... Je parle des ténors instituts personnels. Mais moi, je peux me considérer modestement du niveau de beaucoup d'entre ceux qui parlent. Je ne suis pas investi. Et le problème, il y a des ministres dans notre gouvernement qui ne sont pas investis. Et le Premier ministre Abdou Mbaye n'est sur aucun liste, c'est un ténor de l'opposition. Je donne des noms comme ça, parce que ça me vient. Ce n'est pas une question de personne. Si la liste Yewwi est majoritaire, je pense que ceux qui sont investis dans la liste des suppléants de Yewwi sont des cadres. Je connais par exemple la nouvelle tête de liste, M. Si, qui est un garçon parce qu'on était avec son grand frère au PDS. Bonne famille, bonne éducation, sérieux, travailleur. Et donc, voilà. Et si on investit dans une liste de 50 personnes, des Sénégalais, choisis sur 17 millions, je suis convaincu qu'on s'appelle Benno ou Yewwi ou Wallu, ces personnes sont d'égale dignité avec les titulaires, sont des militants engagés ou sont des personnes qui ont la capacité de représenter. Donc, une Assemblée nationale sans Aïda Mbodj, sans Ousmane Sonko, sans Déthié Fall, vous dites que vous ne trouvez rien à redire, ça? Non, absolument rien, parce qu'ils peuvent se retrouver même dans un gouvernement. Et quand vous les citez pourquoi?
parce que des cadres, combien sont... voilà, je pense que ce n'est pas une question de personne. Donc aujourd'hui, ce que vous dites m'amène à penser qu'il y a un problème de tel n'y est pas, tel n'y est pas. Mais moi, en tout cas, je supporte une liste, je n'y suis pas. Je considère que ceux qui vont sont d'égale dignité que moi. Et j'aurais souhaité qu'à tous les échelons, surtout les leaders, puissent donner l'opportunité. Vous savez, on a aussi combattu quelque chose dans ce pays. Il y a des chefs de parti, hein, vous les voyez, ils sont seuls. Chaque année, ils s'arrangent pour aller dans une coalition et être député. 4 mandats, 5 mandats. Ils ne pensent jamais à ceux qui font qu'il existe. Eh bien, pour une fois, je pense que ce n'aurait pas été mauvais que les seconds couteaux, entre guillemets, qu'ils m'excusent, comme on les appelle, puisqu'ils ont de la même obédience, parce qu'ils portent les mêmes valeurs, je pense que c'est le sens de leur association, puissent dignement aussi représenter... Et courir le risque d'avoir une Assemblée nationale au rabais? Non, je ne pense pas qu'il y ait une Assemblée. Quand je vois la liste de AR, quand je vois ceux qui ont été investis dans Benno Bokk Yakaar, et quand je vois aussi la liste des suppléants de Wallu, parce qu'on se connaît dans ce pays, je vois des personnalités très fortes, des cadres de très haut niveau, et qui sont capables de porter, si vous voulez, et puisque ces ténors dont vous parlez, même s'ils étaient élus, même s'ils avaient la majorité, ils seraient tous dans le gouvernement, ils ne seraient pas députés. C'est ça la vérité. Il faut qu'on dise aux Sénégalais la vérité. Et je les ai entendus eux-mêmes dire que le poste de député ne nous intéresse pas. Eh bien, c'est une occasion pour d'autres plus intéressés peut-être d'y aller. Je ne donne pas un jugement de valeur. J'attire simplement l'attention. L'opinion doit savoir qu'aucune liste n'est exclue et que tout le monde va participer. Les électeurs de Wallu, de Yewwi, de Benno Bokk Yakaar, de AR et des autres listes qu'ils m'excusent si je n'ai pas les noms pour les citer tout de suite, que leurs militants pourront voter pour eux et choisir librement ceux qu'ils souhaiteront qu'ils les représentent. Serigne Mboup, êtes-vous pour ou contre un report des législatives? Moi, personnellement, je ne suis pas pour le report des législatives. D'abord, puisque pour reporter, c'est pas que je ne suis pas pour de façon absolue. S'il y a un consensus national, pourquoi pas, puisque c'est ce qu'il faut. Mais que ferons-nous du respect du calendrier électoral, qui est une demande persistante de l'opposition? Que ferons-nous de la décision du Conseil constitutionnel, qui sont des décisions sans appel? S'il y a des solutions juridiques, consensuelles, acceptable par tout le monde et qui va prendre la décision de reporter, est-ce que cette décision n'entravera pas les intérêts? J'ai entendu les autres 6 listes dire nous on est bon, il est hors de question qu'on reporte. Que fait-on de leur opinion? Mais s'il y a capacité à ce qu'il y ait un consensus, non. Sinon, moi, je pense qu'il faut aller aux élections, dépasser ça. Refaire un dialogue politique encore plus inclusif, pointer du doigt toutes ces difficultés que nous avons rencontrées, puisque dans la marche des nations, dans la marche donc des grands peuples, il y a toujours des difficultés qu'on essaie de les corriger et puis de parfaire notre système électoral qui est déjà fiable et réputé. Autrement, les élections locales n'auraient pas permis que les villes majeures comme Dakar, Ziguinchor, Thiès, Rufisque et d'autres soient gagnées par l'opposition. Peut-on aller à des élections dans un contexte presque de chaos généralisé? Non, mais je ne pense pas qu'il y ait chaos généralisé. Ah bon? C'est mon appréciation. Il y a une tension politique très forte. Mais la tension politique n'est pas le seul baromètre pour mesurer le caractère stable et debout d'un pays. La tension politique, c'est normal, on est en période de pré-campagne. Ça le sera davantage à partir du juillet quand nous serons en campagne. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a quelques mois, c'était comme ça, lors des élections législatives. En 2019, c'était le Graal. Mais les Sénégalais sont partis. Et moi, j'invite tout le monde à ce que le 31 juillet, on aille comme on faisait. Et que le 1er août, vous et moi, allions tranquillement à 8 heures au travail. Et que donc, ceux qui seront élus soient donc des élus qui puissent représenter dignement notre peuple dans sa diversité et travailler en symbiose à l'Assemblée. Parce que quand on est à l'Assemblée, c'est vrai qu'on appartient à un camp, mais on est après tout un député du peuple. Comme d'ailleurs notre démocratie le vit bien dans la plupart des conseils territoriaux. Vous savez, dans une mairie, pour la plupart, dans un conseil départemental, dès que les installations sont faites, il n'y a pratiquement plus de différence de qui vient d'où, à l'exception de Guédiawaye où on avait noté un certain nombre de difficultés, mais sur 550 collectivités, mairies, en tout cas communes, et 14 régions, je pense que c'est absolu. A-t-on encore des ressorts sur lesquels s'appuyer pour sortir de l'impasse? Oui, je pense. C'est le sens collectif des responsabilités que nous avons. C'est aussi notre pays tel qu'il est bâti, son histoire,
les batailles d'aujourd'hui n'ont pas été moins épiques que celles ayant opposé le président Senghor et le président Mamadou Dia, n'ont pas été moins épiques que celles qui ont opposé le président Senghor, Masmoud Diop, Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Bathily, Ahmed Dansokho, Landing Savané et d'autres. Ne sont pas moins épiques que celles de 93 dont je vais parler. Si vous convoquez le passé pour expliquer la situation du présent, c'est parce que ça signifie qu'on n'a pas trop bougé sur le plan démocratique. Je pense qu'on a avancé. On a avancé. Chaque bataille a généré des consensus forts sur lesquels nous nous sommes assis. Eh bien, je convoque ces mêmes ressorts, je convoque le sens des responsabilités, je convoque évidemment toutes les bonnes volontés, notre société civile, qui devrait être de moins en moins partisane, en tout cas de la perception que l'opinion a. Je ne dis pas qu'elle est partisane, mais la perception de l'opinion sur certaines positions et qu'on se taise sur d'autres peut amener à croire que nous avons une société civile divisée entre pro et anti-pouvoir, et cela n'est pas bien. Et donc que tous ces ressorts, vous de la presse, que vous prêchiez la bonne parole, que vous disiez les choses telles que c'est, vous continuez à le faire parce que dans une certaine mesure, vous le faites très bien, que nous pacifions l'espace et que nous soyons de moins en moins violents. Les insultes, les injures, tout ça, ce ne sont pas nos valeurs. Donc que nous convoquions nos valeurs de dialogue, de respect, mais aussi de fraternité. Le concert de casserole initié la semaine dernière par Yewwi Askan Wi, personnellement, vous y avez participé? Non, je n'ai pas participé, mais je considère que, je dis que c'est mieux que ce qui était fait quelques jours avant, c'est-à-dire convoquer la population pour une marche non autorisée, affronter les forces de l'ordre. C'est une forme d'expression sur laquelle beaucoup ont leur appréciation. Des religieux en disent ce qu'ils pensent. Vous avez vu, j'ai vu. D'autres pensent que ce n'est pas grave. C'est simplement un moyen de s'amuser. Et d'autres pensent que c'est un moyen de se faire entendre. Toutes les manifestations, tant qu'elles sont pacifiques et tant qu'elles ne heurtent pas nos valeurs et nos lois, sont bienvenues. Ce qui est inacceptable, et moi c'est pourquoi je me bats et que je dis toujours à mes proches, à ma famille en particulier, c'est que je pense que personne dans ce pays n'a le droit de se réveiller et de m'empêcher moi d'aller travailler, d'amener mon petit-fils, ma petite-fille à la maternelle, d'aller m'occuper de mes oignons pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'intérêt national, qui ne sont pas des problèmes d'intérêt général, mais qui sont des problèmes d'intérêt spécifique. Et ça, qu'on soit politique, apolitique, de l'opposition, du pouvoir, je considère que personne n'a le droit de faire. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Pierre-Édouard, nous aurons la Tabaski dans 2 semaines. Tous mes parents de Pire et d'ailleurs, de Biscuiterie, de Thiaroye, de la banlieue, sont dans les rues, certains. D'autres, ils ont des étalages, ils sont des tailleurs, ils sont des commerçants. Ils veulent travailler pour préparer la Korité, la Tabaski, et ils sont de partout. Et moi, je souhaite qu'il y ait la paix, la stabilité, que chacun, dans ce que Dieu lui a donné comme opportunité, puisse travailler tranquillement et donc essayer de fêter de façon inclusive et dans l'allégresse qui est connue avec toutes les communautés, parce que la Tabaski n'est pas seulement musulmane, elle est chrétienne, on participe tous à cette fête, que nous puissions donc nous retrouver dans nos familles comme nous savons le faire, et que de la paix revienne. Et puis on aille en campagne électorale, et que le 31, chacun vote tranquillement pour son choix. Les Sénégalais ont montré qu'ils savaient décider, et qu'on ne pouvait pas les impressionner parce qu'on a la force publique, ou parce qu'on a les injures et l'invective à la bouche. Ils savent décider, et je suis convaincu qu'ils vont juger sur les bilans, sur les programmes, sur ce qui est proposé pour décider le meilleur pour leur avenir. À votre avis, quel message les Sénégalais ont-ils voulu envoyer à vous du pouvoir en adhérant massivement à ce concert de casserole? Le message, il peut être complexe, il peut être confus. Il y a des gens parce qu'ils sont politiquement opposés, ce qui est le droit. D'autres parce que la vie est chère, il ne faut pas se cacher. C'est une crise mondiale. Je vous ai parlé d'un baril autour de $120, parfois c'était 125, 126, 130. Je vous ai parlé $1 à 630. La structure de notre économie est faite de sorte que nous avons un impact de plein fouet, malgré les efforts du gouvernement qui a mis 350 milliards déjà pour que le litre de super, qui coûte en France 2020, j'ai eu des amis qui se plaignaient, et qui devait coûter autour de 1050 francs au Sénégal, continue à coûter 577, je crois, 675 pour le gasoil. Et donc l'État fait entre 350 et 400 francs par litre de gasoil ou de super consommé par n'importe quel Sénégalais.
pour maîtriser les prix, pour que le transport n'augmente pas, pour que le transport de marchandises n'augmente pas, sans compter la renonciation à des taxes sur l'huile, le lait, le sucre et le riz. Donc, le FMI dit que cette politique de subvention au Sénégal ne peut plus continuer. Oui, mais je pense que ce que je retiens de la volonté du chef de l'État, qu'il a dit à plusieurs reprises, mais aussi de monsieur le ministre des Finances et du Budget, au courant de cette semaine, le Sénégal doit maintenir cette subvention. Pour que, évidemment, le pouvoir d'achat, c'est du pouvoir d'achat, plus de 500 milliards en 2021 qui est donné aux populations. Et ça, je pense que c'est fondamental. Je vous dis, dans un autre pays, la France, parce qu'elle nous est proche, on donne des bons essences. Mais c'est la subvention, c'est une autre forme. La nôtre, et M. Mélenchon, puisqu'on parle de lui, et je regrette d'ailleurs ses positions, puisque sur ce qui se passe au Sénégal, parce que je pense que ce n'est pas à M. Mélenchon ou à personne d'ailleurs. Et je réitère aussi ce que je pense doit être une chose dépassée. Aller devant les ambassades, à l'Union africaine, à l'ONU, vilipender son pays, ça ne sert à rien. Ces pays sont représentés ici, ils savent ce qui se passe. Et donc, ils ont les mêmes informations que nous tous. Moi, je suis un défenseur de ce pays. Où que je vais, je suis un ambassadeur, c'est comme ça que je me considère, du Sénégal. Et cela ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui ne marche pas et qu'on ne sait pas de trouver des solutions. Donc, je pense que... Mélenchon, il fait quoi? De l'ingérence? Pour moi, il fait de l'ingérence inacceptable, comme M. Zemmour a eu à le faire à son temps, et pour laquelle les Sénégalais, dans leur unanimité, se sont redressés pour dire que non, plus jamais ça, puisque vous ne maîtrisez pas le contexte politique sénégalais, et les Sénégalais ont prouvé par le passé qu'ils sont capables de prendre des décisions pour gérer leurs problèmes. Et notre démocratie est elle est consacrée, elle est établie, elle est à parfaire, elle n'est parfaite nulle part. Mais elle est stable, elle est forte, et ce n'est pas à quelques dirigeants comme ça, qui est dans une campagne électorale, ou qui a des amis en particulier qui sont dans des difficultés, qui peut prendre des positions. Je ne pense pas que ce soit diplomatiquement acceptable. Il nous reste peu de temps, Serigne Mboup. Parlons de cette insécurité qui s'est emparée du pays, des rappings, des cas d'agression, de meurtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est les questions sur lesquelles nous devrions, au-delà de nos différences, avoir des consensus forts. La question de l'insécurité. Les enfants, et je voudrais féliciter les forces de défense et de sécurité qui sont raillées par ailleurs pour les immenses succès, dans tous les cas d'assassinat, de meurtre et de rap d'enfants. Dans les 48 heures, pour la plupart, ils ont réglé les solutions. Et donc, leur rendre hommage pour cette perspicacité, pour cette compétence, et donc pour sécuriser davantage les populations. Et dire que si une question comme celle-là, comme celle sur l'homosexualité, et je voudrais saluer la position du Sénégal. Vous savez qu'il y a eu un vote à l'OMS sur des questions de santé, sur des questions extrêmement importantes. Le Sénégal et la Libye, sur le nombre de pays qui constituent l'OMS et sur les présents, ont été les seuls pays à dire non, nous ne sommes pas d'accord. Parce que nos valeurs, nos coutumes, nos religions ne sont pas en accord sur ces aspects-là d'octroi et de liberté. Et donc, je voudrais féliciter notre diplomatie, le gouvernement, pour cette position courageuse. Parce qu'au-delà des discours que le chef de l'État a eu à dire devant le président Obama, devant le Premier ministre Trudeau et aussi à l'Élysée, je pense que c'est un acte fort posé. Et j'aurais souhaité que, par exemple, une organisation comme Sami Djikoyi, qui est constituée de personnes dont beaucoup nous sont chers, chacun d'entre nous a des amis, des connaissances, et pour lequel le combat est noble, puisque chacun d'entre nous ne peut pas accepter, ne peut pas comprendre que l'on parle, donne des droits à l'homosexualité et que des organisations comme celle-là soient beaucoup plus inclusives. Moi, j'aurais souhaité que quand le gouvernement fait un acte comme ça, qui est un acte fort, parce qu'il y a des pays musulmans très forts connus dans le monde et sont absolus. Nous avons dit non. Et qu'on puisse féliciter le gouvernement et l'encourager. Première chose, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le signale. La deuxième chose, c'est quand il y a des projets, en tout cas de loi, des propositions de loi comme il y en a eu. Moi, j'aurais souhaité, ce n'est qu'un point de vue, que la préparation de cette proposition de loi soit plus inclusive. Si vous avez un projet qui va à l'Assemblée, moi, j'aurais souhaité que tous les groupes parlementaires, donc constitués, mais aussi les non-alignés, soient rencontrés. Le projet leur soit proposé. Qu'il y ait des échanges et des discussions. Ce qui fait que quand cette loi va à l'Assemblée, elle va être
voter sans beaucoup de difficultés. Si maintenant des gens décident de ne pas le voter, en ce moment, on pourra prendre position. Mais c'est pour dire que les causes nobles méritent un consensus. Et sur des sujets comme cela, moi j'aurais souhaité que l'on soit beaucoup plus inclusif. Ça éviterait, pour ceux qui ne veulent pas soutenir, d'avoir de la suspicion ou des opinions qui peuvent entraver cette démarche qui peut être considérée comme une démarche noble parce que répondant à nos valeurs. Vous convoquez And Samm Jikko Yi au débat. Est-ce que c'est parce que vous craignez que l'homosexualité soit un thème aux prochaines législatives, comme d'ailleurs elle l'a été au dernier local? Elle a été fortement lors du local. Ce serait dommage. Je pense qu'il ne devrait pas être un thème, puisqu'il n'y a pas un Sénégalais, je pense un seul, en tout cas de ceux qui sont connus, de ceux qui font la politique, de ceux qui s'affichent, qui osent regarder les Sénégalais, les yeux dans leurs yeux, pour leur dire qu'on va légaliser l'homosexualité. Sincèrement, je ne le crois pas. Et nous tous, nous sommes des pères de famille, nous avons des enfants. Je pense que légalisation de l'homosexualité, et c'est même pas en alourdissant les peines, parce que la peine de mort existe dans certains pays, on continue à tuer, hein, mais c'est le code de notre famille, le code de la famille qui autorise les mariages donc dans d'autres pays entre personnes de même sexe. Ici, c'est très clair. Le code de la famille du Sénégal interdit ce type de mariage. Donc aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de mariage homosexuel. Et je ne crois pas qu'il y a un seul politique, qu'il soit de l'opposition, du pouvoir, ou un seul leader d'opinion, qui un jour ose dans ce pays se lever et dire je vais voter cette loi. Donc ça ne peut pas, ça ne doit pas être. Moi j'invite un débat sur l'emploi des jeunes. Vous avez parlé de la dramaturgie des jeunes au Maroc. J'invite à un débat sur l'éducation, sur la santé et ses drames. Et je voudrais féliciter le gouvernement. Le chef de l'État me félicitait que hier, à pareille heure, j'étais à Tivaouane, donc à 3 km de ma commune de Pur, pour procéder à la pose la pierre des hôpitaux les plus modernes qui doit être construit, puisqu'il est de nouveaux toits et qui va donc avoir 23 services et donc répondre à des besoins. J'aimerais qu'on parle de ça, qu'on parle de notre politique agricole, de la transformation donc qui devrait aller du pétrole et du gaz. Il faut qu'on revienne avec beaucoup plus de sérénité sur l'environnement institutionnel créé, parce que l'exploitation va débuter l'année prochaine, et sur toutes ces questions qui doivent être pour moi les thèmes fédérateurs, les thèmes centraux des élections. Et je salue ARC qui a au moins essayé, à l'image du PSE et du P2A, de sortir un programme. J'espère que toutes les coalitions feront et que nous aurons, à travers nos différents représentants, autour de vous, des débats sur ces questions. Serigne Mboup, avez-vous digéré votre défaite au dernier local, hein, non, à moi, la mairie de Pire? Non, bien sûr, bien sûr. Je l'ai digéré d'abord parce que c'est Noïban, que je salue, qui est mon fils, hein, avec qui j'ai travaillé. D'abord, parce qu'il avait essayé de quand même de faire un certain nombre de choses à Pire. Moi, je ne suis pas allé là-bas, tout le monde le sait, pour être maire, J'ai été aux élections là-bas, je n'ai jamais été dans une élection à titre personnel pour apporter mon expertise, apporter mes relations, ce que j'ai fait. Et il n'y a pas un fils de Pire qui vous dira que c'est parce qu'il y a un bilan ou autre chose qu'on est parti. Il y a une conjonction de facteurs que je ne vais pas évoquer ici, mais personnellement, je considère que c'est une très bonne chose. J'étais moi-même dans la dynamique de passer le témoin, et je ne le dis pas ici, mais je le dis pour tous les Pirois sont capables de le considérer. Et donc, j'ai changé mon action, je suis revenu à ce que je savais le mieux faire. C'est que depuis des décennies, être peut-être le fils de Pire qui a le plus fait pour les populations, que ce soit les étudiants, les élèves, les femmes, les jeunes. Et donc, je continue à faire cela à travers mon association que j'avais créée, une association une association sociale qui s'occupe du développement durable, des financements, des infrastructures sanitaires. J'ai fait des ambulances, plein de choses, et aussi de la formation et de l'encadrement. Je continue à faire ça, et tous les autres projets que j'aurai et qui doivent passer par la collectivité, je les mettrai donc à la disposition du maire, avec qui nous travaillons aujourd'hui dans Benno Bokk Yakaar, justement, et je l'espère, pour avoir la majorité qui permette au président de continuer à nous permettre d'électrifier le reste des villages que nous avons, mais aussi de répondre aux questions d'éducation, de santé comme hier avec l'hôpital de Tivaouane, mais aussi d'aider nos jeunes
à trouver de l'emploi et de la formation. Merci beaucoup, Serigne Mboup, ancien maire de Pire et ancien directeur général de la SAR, la Société africaine de raffinage. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de Opinion. Merci infiniment. Merci Pierre. Bien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Walfadjri indi xar kanam gu yees ngir déglu Walfadjri mun ngeen télécharger seen application ci Play Store ak Apple Store ngeen mën a déglu seen rajo bi di Walfadjri leeru jamono baatu ñi amul baat en direct Walf FM 99.0 ci digital bi Walfadjri dugg ci xarala yu yees yi ngir yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo leeru jamono.